Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce 20h30 de ce 2 novembre 2025 sur Télé Sahel. Voyons ensemble les titres. La coopération bilatérale entre le Niger et le Maroc se renforce davantage. En effet, ces deux États ont scellé une nouvelle alliance visant à renforcer la protection sociale, l'appui institutionnel et l'autonomisation des femmes et des personnes vulnérables. L'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale, hydraulique et halieutique 2025 au tiers des missions de gouverneurs à l'intérieur du pays. À suivre dans ce journal les échos d'Agadez, de Tawa et de Zender. Avant le développement de tous ces titres, retenez que les travaux de la première grande commission mixte Tchad-Niger ont pris fin à N'Djamena sous la coprésidence des deux premiers ministres à 48 heures durant. Les experts des deux pays se sont penchés sur les stratégies et recommandations visant à renforcer les liens de coopération, d'échange, de partage et d'amitié entre ces deux pays amis et frères. Ali Mohamed Lamine Zen a également rencontré la diaspora nigérienne dans ce pays. Les résumés de nos envoyés spéciaux à Bariamiti et Ousmane Sani Abdou. La cérémonie de clôture de la première grande commission mixte Tchad-Niger a été caractérisée par la signature de l'accord et mémorandum d'entente entre la République du Tchad et celle du Niger par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur Bakaria Sangaré et Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine du Tchad, sous la supervision des premiers ministres qui ont à leur tour signé le procès-verbal de cette première grande commission mixte. Ali Maman Lamine et Alamay Halina ont apposé leur signature. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, apprécie les conclusions des travaux après 48 heures d'échanges et de discussions. Un cadre de renforcement de la coopération entre les deux pays en vue de développer les secteurs stratégiques. Cette rencontre qui a permis de faire le point de notre coopération et d'explorer ensemble le potentiel d'opportunités qu'elle est susceptible d'offrir a été l'occasion de franchir de nouvelles étapes et d'ouvrir de nouveaux horizons, des horizons promoteurs pour sa diversification. Au cours de cet exercice, les deux parties ont identifié tous les secteurs clés qui concernent la vie de nos deux nations et ils nous ont proposé un canevas sur lequel nous nous sommes entendus. Nous avons parachevé certaines de nos négociations en cours et initié de nouvelles autres, entrant dans droite ligne dans le cadre de notre volonté commune de conquérir sans cesse de nouveaux espaces de coopération à la lumière des derniers développements de la situation socio-économique de nos deux pays. Je dois vous dire que je me réjouis particulièrement de la parfaite identité de vue, d'abord des experts, ensuite les ministres, puis avec mon frère, le Premier ministre. Et je pense que nous avons eu raison de nous asseoir, car il nous reste maintenant à définir les priorités et la méthode d'approche pour la mise en œuvre des engagements auxquels nous avons souverainement souscrit. Notre souhait exprimé au début des travaux de cette session, c'est à notre grande satisfaction amplement réalisé. Donc, je voudrais à cet égard vous féliciter tous pour vos efforts qui ont permis d'aboutir à ces conclusions importantes. Il est heureux de constater que des propositions pertinentes ont été adoptées dans le but de promouvoir et d'élargir cette coopération. On ne le dira jamais assez, dans des domaines si importants et variés, notamment le développement économique, le commerce et la sécurité. Je tiens donc à exprimer encore une fois tous mes remerciements pour la qualité du travail accompli, ainsi que mon souhait pour le suivi judicieux des décisions et recommandations qui viennent d'être adoptées à l'issue de cette session de la grande commission mixte nigéro-tchadienne de coopération. Deux pays frères, je dirais un peuple, un destin commun, et j'ajouterai, si vous le permettez, un espace commun. C'est un clin d'œil, monsieur le Premier ministre.
Je terminerai mon propos en réitérant toute ma reconnaissance et celle de ma délégation aux autorités tchadiennes. Le président nous a reçus ce matin, il a donné des orientations. Nous pensons que nous avons fait tout ce qu'on a pu pour mettre en œuvre ces recommandations. Et quand le compte rendu leur sera fait directement, je pense qu'ils apprécieront, Inch'Allah. Je voudrais aussi vraiment vous remercier pour toutes les commodités mises lors de notre séjour. Je pense que c'est une tradition tchadienne, il n'y a rien à dire. En formulant le vœu que ces résultats auxquels nous avons abouti feront l'objet de la plus grande attention de part et d'autre pour leur mise en œuvre diligente et rigoureuse, je fonde l'espoir de vous accueillir l'année prochaine, Inch'Allah, à Niamey, pour la toute prochaine session de la grande commission mixte nigéro-tchadienne de coopération. Vive la coopération nigéro-tchadienne, vive le Tchad, vive le Niger. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Le Premier ministre du Tchad remercie les techniciens pour leur engagement, contribution et leur génie en vue de faire de ce partenariat fructueux et souverain. Pour consolider toutes ces discussions et propositions, il convient de mettre en place un comité conjoint de suivi afin de garantir la réussite des recommandations. Pour consolider toutes ces stratégies et propositions, il convient de mettre en place un comité conjoint de suivi afin de garantir la réussite des recommandations. L'une des innovations majeures de cette session est la mise en place d'un comité conjoint de suivi. Cet organe aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des engagements pris, d'identifier les obstacles éventuels et d'en proposer des solutions rapides et adaptées. Par ce mécanisme, nous envoyons un signal fort, celui de notre détermination à traduire nos paroles en actes et à inscrire nos décisions dans la durée. Permettez-moi de souligner que toutes ces avancées n'auraient pas été possibles sans la vision commune de nos chefs d'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et de son frère le général d'armée Abdourahmane Tiani. Leur leadership éclairé, leur attachement profond à l'idéal de coopération et d'intégration régionale, ainsi que leur volonté ferme de bâtir des sociétés stables et prospères ont été et demeurent notre source d'inspiration. Mesdames et messieurs, distingués invités, en clôturant solennellement les travaux de cette première grande commission mixte, je voudrais insister sur la portée de ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons démontré que le Tchad et le Niger ne se contentent pas de partager une frontière. Nous partageons un destin, des valeurs et une vision commune. Nos décisions ne sont pas des déclarations de principe, mais des engagements concrets, portés par une volonté politique claire et une mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment celle de l'espace sahélien dans lequel l'Alliance des États du Sahel, AES, occupe une place prépondérante. Je forme le vœu que, d'ici à notre prochaine rencontre, nous puissions constater des résultats tangibles sur le terrain, des projets avancés, des accords mis en œuvre au bénéfice de nos populations, car le véritable succès de notre coopération se mesure dans le quotidien de nos citoyens. Je voudrais renouveler, au nom du gouvernement et du peuple tchadien, mes sincères remerciements aux autorités nigériennes pour leur engagement constant et à l'ensemble des délégations des deux pays pour leur disponibilité et leur esprit de fraternité. En déclarant clos les travaux de la première grande commission mixte de coopération entre la République du Tchad et la République du Niger, je réaffirme avec force notre engagement à poursuivre sur cette lancée
à consolider nos acquis et à porter toujours plus haut l'idéal d'amitié, de solidarité et de coopération qui unit nos deux nations, nos deux peuples frères. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Cette photo de famille autour du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen et Allomé Halina, Premier ministre du Tchad, immortalise cette première grande rencontre entre les deux pays pour leur développement. Le Premier ministre a également mis à profit son séjour pour rendre une visite de courtoisie à l'ancien président de la République, chef de l'État du Tchad, Goukouni Ouaddaï. Visite qui a permis d'échanger en présence des ministres des Transports et de l'Aviation civile, des Affaires étrangères et de la coopération, du vice-président du Conseil consultatif de la refondation, du directeur de cabinet du Premier ministre et de son conseil spécial en communication. La rencontre avec la diaspora du Niger vivant à N'Djamena a été l'autre agenda du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Échange autour duquel le représentant du Haut Conseil des Nigériens au Tchad, la représentante des femmes ont exprimé leur solidarité avec les autorités de la refondation et surtout les programmes de développement du Niger du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ils ont affirmé la vie paisible qu'ils mènent au Tchad et le bon vivre avec les Tchadiens sans distinction. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances a salué leur engagement et leur contribution dans le bon rapport entre les deux pays. La grande éducation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, est une grande opportunité pour tous les Nigériens, quelle que soit leur position, car toutes les régions sont concernées et les résultats impressionnants. Le Premier ministre les invite à davantage respecter les lois et règlements du pays d'accueil. Après cette importante rencontre, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, quitte N'Djamena après 48 heures de visite de travail, accompagné par son homologue Allomé Halina, un séjour qui a permis de renforcer les liens de coopération entre le Niger et ce pays voisin, frère et ami, le Tchad. Dans un élan de solidarité africaine, le Niger et le Maroc ont scellé une nouvelle alliance visant à renforcer la protection sociale, l'appui institutionnel et l'autonomisation des femmes et des personnes vulnérables. Une coopération exemplaire marquée par la signature d'un accord majeur à Rabat et inscrite dans la vision proactive de la coopération sud-sud portée par les chefs de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani et le roi Mohamed VI. Récit Pascal Sissouguchi. Rabat, capitale du royaume du Maroc. Le 27 octobre 2025, un nouveau chapitre de la coopération stratégique s'écrit entre le Niger et le royaume chérifien. Au siège du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, la ministre marocaine Naïma Ben Aïa a accueilli son homologue nigérienne, professeur Sidiki Ramatou Diarmakosseni, et la délégation qui l'accompagne. Cette visite de travail qui s'est déroulée du 26 au 30 octobre 2025 illustre parfaitement l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens dans les domaines social, humanitaire et institutionnel. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, et celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, plaçant la solidarité, le partage d'expériences et l'échange des bonnes pratiques au cœur des relations entre les peuples africains. Moment fort de cette visite, la signature d'un protocole d'accord de coopération sociale le mardi 28 octobre 2025. Cet accord stratégique ouvre la voie à des avancées majeures dans la protection sociale des populations vulnérables, le renforcement des capacités institutionnelles et l'autonomisation économique des femmes et personnes en situation de fragilité. Il ne s'agit pas seulement d'un accord, mais d'une vision partagée par une société inclusive, plus juste et résiliente. Durant son séjour, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et sa délégation ont effectué plusieurs visites terrain, notamment auprès des institutions marocaines. Professeur Sidiki Ramatou Diarmakosseni a eu à échanger avec des associations et acteurs engagés dans le développement humain, un capital d'espérance partagée, une coopération concrète fondée sur la fraternité, le respect mutuel qui consolide le rôle du Niger et du Maroc en tant qu'acteur clé de l'intégration sociale sur le continent africain.
Note nécrologique, le Niger vient de perdre l'une de ses figures emblématiques, Madame Diallo Fatoumata Keita, sage-femme de formation militante infatigable, première présidente de l'Association des femmes du Niger, AFN, qui nous a quittés en mercredi dernier à l'âge de 89 ans. À travers son parcours exemplaire, marqué par l'engagement, la rigueur et l'humanisme, elle laisse un héritage inestimable au mouvement féminin nigérien et africain. Demain, Télé Sahel lui rendra un dernier hommage. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel, Amin. La suite de cette édition à Agadez, démarrée jeudi 30 octobre dernier, la mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2025 s'est poursuivie avec le département de Tirozérine, dans lequel le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulamaïssa, à la tête d'une importante délégation, a effectué à plusieurs visites. Le compte rendu de Diallo Abdel Jalil et Mahamadou Assouleidoudou. Après Ngal, la veille, la mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2025 conduite par le gouverneur de la région d'Agadez a consacré la journée du vendredi 31 octobre et celle du samedi 1er novembre au département de Tirozérine, dans lequel plusieurs visites ont été effectuées. Dans la commune rurale de Tabelote d'abord, où après l'accueil dont elle a bénéficié de la part des autorités communales, en présence de l'honorable sultan de l'Aïr, Son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou, la délégation a visité le site de Atakaki, un village administratif qui compte 470 jardins sur lesquels 1620 exploitants produisent du maïs, du blé, de la pomme de terre, de la tomate, de l'ail et de l'oignon, entre autres. Dans la commune de Tabelote toujours, le gouverneur et sa délégation ont visité un jardin où une variété hâtive de mil est cultivée pendant la campagne pluvieuse. Son rendement étant impressionnant, le gouverneur a recommandé l'intensification de sa culture. Autre site ayant été visité, celui de Ndoudou, qui totalise 40 jardins de 0,5 à 10 hectares mis en valeur pour la production du maïs, de l'oignon, du blé, du moringa, de la corette et autres. Les échanges avec les producteurs ont porté sur des sujets comme l'appui en intrants, l'accès à l'eau, les infestations, entre autres. Le site pastoral de Hamzel, situé à une trentaine de kilomètres de la commune de Tirozérine, a lui aussi bénéficié de la visite de la délégation du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulamaïssa, qui, au niveau de ce site, a suivi la présentation de la situation pastorale dans le département de Tirozérine. La situation des pâturages est dans ce département satisfaisante. L'état d'embonpoint et nutritionnel des animaux est bon et la situation sanitaire globalement satisfaisante. Le terme de l'échange est donc naturellement en faveur de l'éleveur. La mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale et hydraulique qu'a conduite le gouverneur de la région d'Agadez a été aussi mise à profit pour prier et implorer l'assistance divine pour le bonheur du Niger. Ainsi à Tabelote d'abord ou après la prière de vendredi et Ébé. Ensuite, dans l'après-midi, le gouverneur et sa délégation, les autorités communales et de nombreux autres fidèles musulmans ont, aux côtés des oulémas de ces localités, assisté à des séances de lecture du Saint-Coran suivies de doigts, organisées à l'initiative de l'honorable sultan de l'Aïr, Son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou. Aussi, les populations des localités dans lesquelles la mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale 2025 conduite par le gouverneur de la région d'Agadez s'est rendue ont également répondu favorablement à l'appel du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, en collectant des contributions au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.
Dans le cadre toujours de la mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale hydraulique et halieutique 2025, le gouverneur de la région de Tawa a visité hier l'aménagement hydro-agricole d'Afala. Plusieurs activités y sont pratiquées, notamment la production du riz et la pratique de la pisciculture. Le compte rendu de Ali Omarou et Mahamadou et Malik Abdurrahman. L'aménagement hydro-agricole d'Anekar a été créé en 2019 sur une superficie nette exploitable de 200 hectares. Plus de 3 milliards de francs CFA y ont été investis par l'État. Il a une capacité de 6 millions de mètres cubes. Sur cet aménagement, on produit du riz gambiaka, mais également on y pratique de la pisciculture à grande échelle. Suite aux précipitations enregistrées, la mare de Gawai a débordé et les eaux se sont déversées dans la retenue d'eau d'Anekar, d'où l'effondrement du barrage. Cette situation explique aujourd'hui les difficultés que rencontre l'aménagement hydro-agricole d'Anekar. Les travaux de réhabilitation de l'ouvrage qui a cédé ne tarderont pas car le projet précis a pris cela en charge à travers un financement d'environ 900 millions de francs CFA. Les producteurs qui exploitent ce périmètre et commercialisent du poisson ont besoin d'une réorganisation et d'un encadrement. Il y a une nécessité de recycler et de former tous ceux qui sont en train de travailler sur le plan pêche et riziculture en coordination avec les services techniques, de manière à ce que dans le cadre de la refondation, nous puissions avoir toute la population riveraine qui puisse travailler sur ce site afin d'avoir des meilleurs rendements au profit de la population, afin que tous ces produits-là puissent être bénéfiques au profit de la nation. 527 producteurs, dont 20 femmes, exploitent cet aménagement hydro-agricole d'Anekar. Désormais, ces exploitants doivent payer les redevances après les récoltes afin de remédier à certaines situations. Rappelons aussi que l'État a mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA afin de rendre opérationnel ce périmètre. En route pour Anekar, le gouverneur de la région de Tawa a marqué un arrêt dans le village d'Adramboukar. Là, une fête a été dite pour le repos des âmes de nos soldats tombés sur les champs d'honneur. Puis place aux échanges qui ont porté sur les intrants agricoles, les couloirs de passage, la conservation des résidus agricoles, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les feux de brousse, la réhabilitation des forages, la cohésion sociale et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Après Tawa, Zender poursuivant sa mission de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2025, le gouverneur de la région a visité hier les départements de Damagaram, Takaya et Gouré, Synthèse, Matotoraki et Abdurrahman Mazou. Route pour Damagaram Takaya, la délégation du gouverneur a visité le site réhabilité et irrigué de Kassama. La plaine affiche une physionomie remarquable avec du riz sur 92 hectares et du maïs sur 2 hectares. Pour cette 4e campagne agricole, la récolte s'annonce prometteuse, portée par un investissement colossal de l'État. Le représentant des producteurs a réitéré sa gratitude au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et à son premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, pour leur vision et leur engagement en initiant le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Pour le premier responsable de la région, cette réussite incarne l'espoir et symbolise la capacité des producteurs à relever les défis majeurs, notamment celui de la souveraineté alimentaire. Sur place à Damagaram Takaya, forte mobilisation de la population qui a réservé un accueil empreint de cordialité à la délégation. Accueil suivi de l'exposé sur la situation de la présente campagne agricole. Il ressort de l'exposé que la campagne agricole est jugée moyenne au niveau des 264 villages. Par rapport à la situation pastorale, elle est bonne globalement. À l'étape de Gouré, le gouverneur s'est rendu sur le site d'une ferme moderne de production laitière d'un promoteur privé. Parti de ses propres moyens, il a déjà l'ambition à terme d'approvisionner en produits laitiers la région de Zender, une performance qui témoigne de sa détermination et de sa foi à l'avenir. La visite s'est poursuivie sur le site d'un champ de sorgho de 7 hectares d'un exploitant privé qui a fait le pari de la culture sur glacis en utilisant la traction motorisée pour augmenter la productivité. Juste après, Colonel Massalati Mohamed Sani et sa délégation devaient visiter le groupement féminin Ashura. Ce groupement a bénéficié du programme Vache laitière depuis 2010.
Par leur travail, ces femmes contribuent activement à la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de leur famille. À la suite de l'exposé technique sur les indicateurs de cette campagne agricole qui est moyenne à Gouré, 48 villages sont à risque sur le 476 avec une situation pastorale jugée satisfaisante dans l'ensemble du département. Les participants à la rencontre ont activement pris la parole pour partager leurs préoccupations et propositions. Des thèmes importants ont été échangés par le premier responsable de la région avec les participants. Ils sont relatifs à la poursuite des prières collectives, la question de l'engrais, la lutte contre les feux de brousse. Colonel Massalati Mohamed Sani a par ailleurs salué la mobilisation exemplaire de la région pour le compte du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, dont les contributions de 211 millions de francs CFA à la date du 31 octobre 2025 traduisent un haut degré de patriotisme et de solidarité nationale. Azender a toujours la mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale au titre de la région a se poursuivi. Ainsi, après les départements de Damagaram, Takaya et Gouré, c'est au tour du département de Tesker de recevoir la mission conduite par le gouverneur, le colonel Massalati Mohamed Sani. Retrouvons Matoturaki et Abdurrahman Mazou. À l'étape de Tesker, zone à vocation pastorale, c'est à Aborak que la délégation du gouverneur a animé un meeting en présence de tous les représentants des différentes communautés. À l'entame de son intervention, le colonel Massalati Mohamed Sani a tout d'abord transmis aux participants les salutations des plus hautes autorités du pays avant de décliner l'objet de sa mission. Intervenant ensuite, le directeur départemental de l'élevage a fait une présentation sur plusieurs indicateurs de la présente campagne agricole. Globalement, l'on retient que sur le plan pastoral, il y a une abondance de pâturage, un capital fourrager à préserver contre d'éventuels feux de brousse qui sont récurrents. La situation sanitaire du cheptel est marquée par l'apparition des foyers de maladies très vite maîtrisés par des mesures préventives et curatives. L'état d'embonpoint du bétail est lié à la disponibilité et à l'accessibilité des animaux au pâturage. Sur le plan de la résilience, l'État a mis en place 140 tonnes pour la vente des céréales à prix modéré et 100 tonnes pour la distribution gratuite ciblée. La situation alimentaire est caractérisée par une baisse des prix des céréales. Le terme de l'échange est en faveur de l'éleveur. Sur le plan hydraulique, l'État a multiplié les actions de soutien aux éleveurs avec 7 nouveaux équivalents points d'eau modernes réalisés, 6 réhabilités pour un coût de 115 700 000 francs CFA. Tout ça pour renforcer leur résilience et sécuriser les moyens de subsistance des ménages pastoraux. À la suite de l'exposé technique et dans un contexte marqué par le changement climatique et les défis sécuritaires, l'ensemble des participants ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la refondation et ont promis de mener des actions pour promouvoir la paix, le vivre ensemble, tout en mettant l'accent sur la sensibilisation en lien avec le feu de brousse, le vol des bétails, la gestion des conflits liés à l'accès aux ressources, et une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Tirant la conclusion, le gouverneur de la région de Zander a rappelé l'engagement fort des nouvelles autorités du pays pour faire de la souveraineté alimentaire une réalité durable au Niger. Sur un tout autre plan, sachez que la ville d'Iferouane, c'est dans la région d'Agadez, s'active aux préparatifs de la 17e édition du festival d'Elaïra. À l'heure actuelle, les préparatifs de ce grand rendez-vous annuel vont bon train. L'événement vise à promouvoir le tourisme dans la région et à préserver les cultures, les traditions culturelles. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulamaïssa, a rencontré le comité régional d'organisation pour faire le point de préparatifs et activités du comité régional. Le compte-rendu de Moussa Falé et Mohamed Iklas. La ville d'Iferouane, située à 170 km au nord-est d'Agadez, au pied du mont Tamgak, vibrera du 1er au 3 décembre 2025 au rythme des manifestations de la 17e édition du festival de l'Aïr. Cette fête qui s'annonce grandiose sera placée sous le thème valorisation du tourisme intérieur et de l'artisanat pilier de la souveraineté nationale et d'un développement résilient. Le comité régional d'organisation s'active et toutes ces commissions spécialisées sont à pied d'œuvre et mettent les bouchées doubles
sous l'impulsion du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, pour être fin prête avant la date butoir du 1er décembre 2025. Nous avons comme objectif par rapport à l'organisation de ce festival, c'est la reprise donc du tourisme intérieur. Vous savez que la région d'Agadez est la région touristique par excellence du Niger. Et pour nous, il est très important que ce tourisme intérieur-là puisse reprendre. Et ce festival de l'Aïr, c'est également le lieu pour la promotion de l'artisanat national, l'artisanat aussi bien de la région d'Agadez que de tout l'ensemble du Niger. L'organisation de ce 17e festival est une marque de la souveraineté nationale, parce que ce sera placé sous le symbole de la souveraineté nationale. Et je voudrais donc rappeler les missions de notre commission. Nous avons mis en place depuis février ce comité régional d'organisation de cette 17e édition. Et nous avons donc ce comité régional qui doit jouer le trait d'union avec le comité national et avec le comité local d'organisation Baza Ifirouane. Donc l'une de nos missions, c'est de contribuer à assurer, en relation avec les comités nationaux et locaux, la mobilisation des ressources financières et matérielles à l'organisation de la 17e édition 2025 du Festival de l'Aïr. Également comme attribution, nous devons accueillir les invités nationaux et non nationaux et assurer la liaison entre les comités nationaux et locaux. Ensuite, nous devons assurer la mobilisation et la sensibilisation des communautés. Et ce travail se fera donc en relation avec les différents préfets et les administrateurs délégués de la région pour que cette participation des populations soit effective à cette 17e édition. Nous devons coordonner toutes les activités qui rentrent dans le cadre de cette 17e édition en collaboration avec l'ensemble des autorités administratives, civiles et militaires de la région d'Agadez. Nous devons créer les conditions du respect du protocole de toutes les festivités de l'édition 2025. Nous devons suivre et superviser les activités du comité intercollectivité locale d'organisation du Festival de l'Aïr, le comité local Baza Ifirouane, et coordonner et rendre compte autant que besoin au niveau du comité national qui est donc situé à Niamey. Les participants à la réunion ont pris la parole pour apporter des contributions et suggestions afin de faire de l'événement une réussite totale. Une séance de lecture du Saint-Coran suivie des doua a été organisée ce matin à la mosquée Sultana de Katina Maradi pour les efforts des autorités de la refondation à relancer les activités économiques de la région à travers les avantages du régime d'investissement des entreprises accordées à une société basée à Maradi. Le compte-rendu de Gunga Gibrima et Nassur Nakakali. Une séance de lecture du Saint-Coran suivie de doua placée sous le parrainage du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, en présence des secrétaires généraux du gouvernorat, de l'administrateur délégué de la ville de Maradi, des responsables régionaux civils et militaires, ainsi que de l'honorable sultan de Katina, Ahmed Alizaki. Une rencontre religieuse en guise de reconnaissance au président de la République, chef de l'État, et au gouvernement pour leur accompagnement en faveur de la relance des activités économiques dans la région à travers l'adoption le 11 octobre dernier en Conseil des ministres du décret accordant des avantages du régime conventionnel du Code des investissements à la société Groupe Olga Sarl pour la construction et l'exploitation d'un complexe industriel et d'une centrale solaire. Une doua à l'initiative des autorités coutumières et de la population pour accompagner les efforts de la refondation et pour la paix et la cohésion sociale. Cela, de surcroît, va créer de l'emploi pour nos enfants. Cela va booster l'économie de la région par la création de valeur ajoutée et de facto, ça va augmenter l'assiette fiscale. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a remercié les organisateurs de cette prière pour accompagner les efforts des plus hautes autorités de notre pays. Je voulais encore une fois de plus remercier la population de la région de Maradi pour l'accompagnement constant. Depuis le 26 juillet 2023, cette population n'a cessé d'accompagner à travers des prières régulières
enfin qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur notre pays. Alhaji Omar Gabou depuis n'a cessé d'organiser ses prières collectives. Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés pour une lecture du Saint-Coran accompagnée de doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur notre pays, et veille sur ses dirigeants, veille sur sa population. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie d'une paix, d'une sécurité et d'une cohésion sociale à permanence. Le gouverneur a salué les efforts de la population de la région pour leur contribution à l'initiative 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir, ce qui illustre l'engagement des uns et des autres pour cette cause nationale. Le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité, bulletin qui résume les différentes interventions opérées sur l'ensemble du territoire national par les unités déployées et résumé des opérations menées du 26 octobre au 2 novembre 2025. Au cours de cette semaine, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi avec intensité et efficacité leur mission de sécurisation, de contrôle et de stabilisation du territoire national. À travers des patrouilles, des opérations offensives ciblées et des reconnaissances aériennes, les FDS ont maintenu une pression constante sur les groupes armés terroristes résiduels, contribuant ainsi à préserver la quiétude des populations et à renforcer la maîtrise du terrain sur l'ensemble des zones d'intérêt stratégique. Sur le théâtre ouest, dans le cadre de l'opération Al-Mohawk, le mardi 28 octobre 2025, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Chimbar-Kawan, les éléments d'intervention ont neutralisé 3 terroristes revêtus de tenues militaires. L'exploitation du terrain a permis la saisie d'un porte-chargeur contenant 4 chargeurs garnis de type AK-47. La veille, le lundi 27 octobre 2025, le poste militaire avancé de reconnaissance d'Inates a conduit une opération de recherche dans le secteur de Kalachi. Cette action a permis la neutralisation de 2 terroristes et la récupération d'un poste radio portatif servant aux communications ennemies. Le même jour, en soirée, à la suite d'une alerte d'incursion terroriste signalée dans les abords de Sakwara, une section d'intervention rapide a été immédiatement déployée. Après un accrochage bref mais intense, l'ennemi fortement éprouvé a été contraint au repli. Les terroristes en fuite ont abandonné une motocyclette, une arme collective de type PKM, 2 caisses de munitions de calibre 12,7 par 54 mm, une radio Motorola, un fusil de chasse. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, le mardi 28 octobre 2025, lors d'une patrouille de routine menée à environ 2 km au sud-ouest de la Sirba, un guetteur terroriste a été neutralisé par un tir de précision effectué depuis une position dominante. Par ailleurs, la vigilance des unités déployées a permis la détection et la neutralisation en toute sécurité de 5 engins explosifs improvisés sans perte ni incident. Dans la soirée du 30 octobre 2025, une manœuvre offensive appuyée par des vecteurs aériens a été conduite dans la zone de Kosa-Tondobon, aboutissant à un accrochage avec un groupe terroriste retranché dans les environs du village de Ndjele. Grâce à la discipline de feu et à la supériorité tactique de nos éléments, au moins 9 terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi comprenant 2 armes, 4 motocyclettes, divers équipements et produits pharmaceutiques destinés à la logistique ennemie. Aucune perte n'a été enregistrée du côté des FDS. Dans le cadre des missions de sécurisation conduites par l'opération Damissa, le mardi 28 octobre 2025, une patrouille de sécurisation menée à la sortie du village d'Adabey a repéré un binôme terroriste à moto. Malgré la tentative d'interpellation, les assaillants ont réussi à s'exfiltrer avant l'arrivée des éléments FDS. Néanmoins, du matériel a été récupéré sur place. Ce matériel comprend une motocyclette, une caissette de cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, une somme en billets de Naira, ainsi que des rations de vivres. Par ailleurs, en fin d'après-midi du vendredi 31 octobre 2025, un détachement des forces de défense et de sécurité engagé dans une mission de patrouille a mis au jour une cache logistique appartenant à l'ennemi, dissimulée dans une zone boisée située à environ 34 km au nord-est de Dogon-Kriya. L'opération a permis la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47
accompagnés de 2 chargeurs ainsi que d'une motocyclette. Sur le théâtre Est, pour le compte de l'opération Nalewadoli, les groupes armés terroristes, durement éprouvés par la pression opérationnelle et la présence soutenue des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, connaissent une attrition significative. Cette dynamique résulte notamment des récentes opérations ayant conduit il y a quelques mois à la neutralisation du tristement célèbre Bakura, chef emblématique de la faction Boko Haram. Dans la continuité de cette tendance, marquée par une série de redditions successives, 5 ex-combattants de Boko Haram se sont présentés cette semaine aux autorités militaires de Bosso pour faire acte de repentance. Lors de leur reddition, ils ont remis le matériel suivant: 2 fusils d'assaut de type AK-47, 11 chargeurs, 118 cartouches de calibre 9 par 39 mm, 2 porte-chargeurs, 6 téléphones portables, 4 montres ainsi que divers accessoires. Cet acte de reddition volontaire a été salué par les plus hautes autorités du pays qui réaffirment leur engagement constant à accueillir et à accompagner les repentis dans le cadre du processus de réinsertion pour la paix et le salut de la nation. Au nord du Niger, dans le cadre de l'opération Garkwa, le dimanche 26 octobre 2025, une unité de patrouille opérant dans la périphérie d'Arlit a procédé à l'interpellation d'un individu activement recherché pour des faits graves. La fouille de son domicile a permis la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47 de 5 chargeurs approvisionnés. Chers concitoyens, les opérations conduites sur l'ensemble des théâtres d'engagement au cours de cette semaine se soldent par 15 terroristes neutralisés, un individu interpellé, un guetteur neutralisé par tir de précision, 5 engins explosifs improvisés neutralisés, 8 armes et 9 chargeurs saisis, 6 motocyclettes récupérées, divers matériels logistiques et de communication saisis, radio, munitions, produits pharmaceutiques, rations de vivres. Aucune perte n'est à déplorer du côté des forces de défense et de sécurité. Ces résultats témoignent du professionnalisme, de la détermination et du courage des forces de défense et de sécurité qui demeurent engagées sur tous les fronts pour garantir la sécurité des populations et préserver l'intégrité du territoire national. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à protéger le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens reste essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 4040. Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 8383. Que vivent les forces de défense et de sécurité, que vive la République du Niger et que vive le vaillant peuple nigérien, debout, solidaire et indéfectiblement lié à ses forces de défense et de sécurité. Du 28 octobre au 1er novembre 2025, l'honorable sultan de l'Aïr, Ibrahim Oumarou, a assisté à Ofen, c'est dans le département d'Iferouane, au lancement de la Tahajara, 40 jours de lecture collective du Saint-Coran, afin d'implorer le Tout-Puissant pour qu'il descende à sa miséricorde sur notre pays. Le compte rendu de Moussaï Fale et Bachir Harouna. Accompagné par le préfet du département d'Ifrouane, le commandant Ahmed Hassan, l'honorable sultan de l'Aïr, Ibrahim Oumarou, a pris part aux côtés des ulémas des grands érudits de l'Aïr au lancement de Tahajara, 40 jours de lecture collective du Saint-Coran, des prières, des invocations et douas pour demander la clémence d'Allah le Tout-Puissant, la protection de nos dirigeants, nos forces de défense et de sécurité et les peuples de l'AES. Nous leur apportons les arrestations, les plus hautes autorités, en premier lieu le gendarmerie Abranchani, le président de la République, chef de l'État, qui ne ménageait aucun effort pour le soutien de nos éléments. Les arrestations du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, les arrestations du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et du gouverneur empêché. Nous avons demandé à nos éléments de redoubler d'efforts pour la lecture du Coran, pour les doigts, pour les pays, pour que le Niger retrouve la paix. Des doigts et des prières pour nos forces de défense et de sécurité qui sont nuit et jour sur le front, pour que nous dormions en paix, pour que nous levions en paix. Nous apportons notre soutien total à ces forces de défense et de sécurité
pour leur effort, pour la défense de la patrie. Auparavant, nous étions à Oderas, dans un village qui s'appelle Tsegouma, là où un chantier d'une mosquée de vendredi est en train de voir le jour grâce à un digne fils de la région qui est en train de construire une grande mosquée de vendredi pour ces communautés-là. Nous avons eu la chance avec le gouvernement de lecture du Saint-Coran, des prières, des doigts pour le pays, pour que le Niger soit un pays émergent, un pays de paix, un pays de sécurité. Nous remercions vivement les éléments qui sont à pied d'œuvre pour la paix, pour la sécurité de notre pays. Les autorités de ce pays savent ce que les éléments sont en train de faire au niveau de l'Aïr. Toutes les tahajara, indépendamment des tahajara, dans toutes les grandes mosquées de l'Aïr, les mosquées historiques, les marabouts accompagnent les autorités de notre pays avec les lectures de Saint-Coran, avec les prières, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège d'abord nos dirigeants, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays, son peuple et les forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour assurer l'intégrité de notre pays, pour assurer la sécurité du vaillant peuple du Niger. Cette retraite spirituelle de 40 jours permet aux ulémas de lire et relire les livres saints de l'islam pour un idéal commun, prier pour la stabilité de notre pays. À Dosso également, à l'initiative du chef de canton de Loga, les populations ont participé hier à une séance de lecture du Saint-Coran et des doigts. Pour la circonstance, elles ont procédé à la collecte des contributions au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Le compte rendu de Ali Hachim. Sur initiative propre du chef de canton de Loga, honorable Edezakuta Sam, les populations du canton ont organisé hier samedi, 1er novembre 2025, une séance de lecture de Saint-Coran où le livre saint a été lu plusieurs fois par des éminents marabouts, en présence bien sûr des autorités administratives, municipales et traditionnelles. Quelques instants après, les fidèles musulmans ont fait une prière collective dirigée par Imam de Loga, puis prononcé des Fatiha et Doua et invocations au profit de notre pays et les pays membres de la Confédération de l'AES. Implorer la bénédiction du Tout-Puissant Allah afin qu'il protège les populations et surtout nous gratifie d'un hivernage fécond. Le préfet du département de Loga a mis à profit cette importante rencontre pour lancer la collecte de fonds de 100 francs CFA chaque mois, faisant suite d'ailleurs à l'appel du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, lors de sa récente visite dans la région de Telabéri. Des sommes une fois collectées qui vont permettre de soutenir les efforts de nos FDS dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier chef desquels, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, je vous remercie. Ce n'est pas la première fois que nous nous sommes retrouvés dans cette grande mosquée pour prier, pour que la paix descende sur notre pays. Ça prouve qu'au niveau de Loga, les gens sont prêts à aider nos autorités dans cette lutte de refondation et pour la souveraineté de notre pays. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah protège notre pays, qu'Allah fasse que cette lutte aille vraiment de l'avant. Séance tenante, le préfet du département de Loga, l'officier de police Sabit Bigui et le chef de canton Ide Zakutassam ont échangé avec les chefs des villages pour expliquer les tenants et aboutissants de cette collecte de fonds. Déjà, les populations ont fait une collecte de 333 850 francs CFA. Juste après, le lancement et les sensibilisations seront poursuivies dans tous les villages et autres recoins du département. À l'initiative de Cheikh Zakaria Issa, les musulmans de la confrérie Tijania de Goudelgourou et environnant ont célébré hier nuit la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une célébration marquée par plusieurs activités de dévotion afin de magnifier le messager d'Allah. Le compte rendu de Issifi Harouna et Idrissa Omoro. Débuté il y a de cela 11 ans au quartier Bokoti de Niamey, le Mawloud organisé par Cheikh Zakaria Issa a été cette année délocalisé à Goudelgourou. Cette célébration qui en est à sa première édition dans cette localité a vu la participation de plusieurs fidèles musulmans venus écouter les zikrs, les prêches, l'histoire du prophète Mohammed paix et salut sur lui et l'héritage qu'il a laissé à l'ensemble de la communauté musulmane. Mais aussi, ils sont venus faire des invocations pour que la paix continue à régner au Niger
ainsi que dans les 2 autres États de l'AES. Mieux encore, pour le prophète de l'islam, ses compagnons et sur sa sainte famille. Cette célébration pour nous, c'est une joie, c'est une fierté, parce que c'est à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons reçu l'islam, la prière, tout bienfait que les gens connaissent et ce que certains ne connaissent même pas. C'est à cause de lui. Cette édition a marqué une très très bonne organisation. Les marabouts sont en train de faire le prêche et les akirs, ceux qui font les rappels. Comment le prophète a été, voilà ce qu'il a vécu. Comment il a vécu avec ses compagnons. L'initiateur a tenu à remercier tous les participants au cours de cette célébration. Le représentant du califat de Tchota a remercié aussi les participants pour cette forte mobilisation. Le rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour l'année prochaine avec le même engagement et le même dévouement pour l'amour du messager d'Allah. Mohammed, paix et salut sur lui. À Agadez, la tribu Akel Imizgazgan dans le département Adi Ferouane, c'est dans la commune de Timia, dispose désormais de nouveaux chefs des tribus à la personne de Al-Kassoum Al-Mustafa. Il a été élu à l'issue d'un scrutin qui a enregistré la seule candidature. Le compte-rendu de Moussa Ifale et Bachir Harouna. Le village de Krep, c'est dans la commune rurale de Timia, département d'Ifrouane, a servi de cadre jeudi 30 octobre 2025 à l'élection suivie de l'intronisation du nouveau chef de la tribu Kel Imzgzan. Cette cérémonie, présidée par le préfet du département d'Ifrouane, le commandant Amadou Hassan, s'est déroulée en présence de l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou Al-Kassim Al-Mustafa. Le seul candidat à liste devient ainsi le nouveau chef de la tribu Kel Imzgzan à l'issue d'une élection suivie de bout en bout par le préfet du département d'Ifrouane, le commandant Amadou Hassan, qui a proclamé les résultats. Je m'en vais vous donner le résultat issu des opérations de vote pour l'élection du chef de tribu Imizigzal ici à Krip. Nous avons enregistré un seul candidat. Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, 87. Nombre d'électeurs ayant voté, 87. Nombre d'électeurs absents, 0. Bulletins trouvés dans l'urne, 87. Bulletins blancs ou nuls, 1. Suffrage exprimé valable, 86. Répartition des voix. Monsieur Al-Kassoum Al-Mustafa a obtenu 86 voix. Donc, et par conséquent, élu chef de tribu Kel Imzigzal de Krip. Avant de revenir au conseil d'usage, je m'en vais lui présenter toutes mes félicitations au nom du ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba. Après le conseil d'usage, le nouveau chef de la tribu Kel Imzigzan, Al-Kassim Al-Mustafa, a été intronisé par le sultanat de l'Aïr. À Agadez, toujours la mission a dépêché à l'intérieur du pays par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara à Kogo se trouve dans la région à ce dimanche. Une rencontre s'est tenue avec plusieurs acteurs régionaux afin de les sensibiliser et de partager avec eux les nouveaux mécanismes auxquels les pèlerins nigériens doivent se conformer. Détail dans ce reportage de Al-Gabit Assadek et Ibrahim Amadou. Le décor a été planté à l'assistance par le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez qui a eu le privilège de leur dévoiler l'objet, la pertinence et l'intérêt d'une telle rencontre. Une rencontre qui a permis de partager l'ensemble des dispositions à respecter par les futurs pèlerins, de poser des questions assorties de réponses, mais aussi de saluer ces mesures, sans oublier la volonté de tous ces acteurs à vouloir les répercuter partout où besoin sera, afin de garantir une bonne organisation de l'édition 2026 du Hajj. Au Niger, nous avons l'habitude de penser que le Hajj, c'est après le Ramadan seulement qu'on pense au Hajj, alors que le Hajj, maintenant, les choses sont en train de se moderniser. Et on clôt une édition,
on entame les activités de l'édition suivante. Ceux qui ont l'intention de partir au Hague pour, par exemple, 2026, doivent impérativement choisir les agences pour aller payer. Vous savez, il faut payer pour les réservations des camps. Et tant que vous ne payez pas à temps, vous allez avoir des camps qui sont éloignés des Jimrat, là où on part faire les jeux de pierre. Et pour les personnes âgées, ce n'est pas facile de parcourir, par exemple, 4 à 5 km par jour. Nous demandons aux futurs pèlerins de payer les frais du Hajj auprès des agences de leur choix très tôt pour permettre aux COHO de former les groupes. Et c'est les groupes qui permettent d'acheter les camps. Il y a de nouvelles mesures aussi, surtout sanitaires, que l'Arabie Saoudite a édité cette année, notamment le certificat d'aptitude. Il faut que les médecins spécialisés, autorisés, délivrent un certificat pour attester que le candidat au Hajj est en mesure d'accomplir les rites du Hajj dans les bonnes conditions. Tout ça là, c'est des mesures que nous voulons qu'ils soient portées à la connaissance des futurs pèlerins pour ne pas avoir de surprises. Vraiment, les différents acteurs que nous avons rencontrés ont été très réceptifs et nous sommes très ravis de cette rencontre. Nous pensons que le message a passé et ils ont salué justement de telles rencontres. Souhaitent également que ce soit organisé aussitôt une fois du retour du Hajj. Nous allons transmettre à qui de droit leurs doléances. Sachez que les inscriptions pour le Hajj ont débuté le 6 septembre 2025 et prendront fin le 30 novembre 2025. Une période déterminée en fonction donc du chronogramme établi par les autorités saoudiennes en charge de cette question. À Gaïa, la filière riz continue de se transformer au service de la souveraineté alimentaire du Niger. En effet, la société riz du Niger, RINI, vient de tenir un atelier de restitution sur la valorisation des résidus issus de la cogénération d'électricité à base de balles de riz. Une initiative innovante soutenue par le programme Chaîne de valeur riz qui illustre la nouvelle dynamique insufflée sous le directeur général de RINI. Le reportage est signé Issa Ousmane Mahamad et Amadou Hamidou. À Gaïa, dans la région de Dossou, le riz n'est plus seulement un produit de substance. Il devient désormais le symbole d'une véritable révolution agricole et énergétique. Dans cette salle de réunion de la commune urbaine de Gaïa, chercheurs, techniciens, partenaires et acteurs du monde rural se retrouvent pour écrire une nouvelle page de la souveraineté alimentaire du Niger. L'enjeu, transformer ce que beaucoup considéraient hier comme un simple déchet, la balle de riz, est une ressource stratégique pour fertiliser les sols, accroître le rendement et réduire la dépendance du pays aux engrais chimiques importés. Le titre de cette étude résume notre vision de l'avenir. La société de riz du Niger est un moteur de l'autosuffisance. Je tiens à souligner la singularité et l'avancée technologique du RINI. Grâce à cet engagement et à la mise en valeur du programme irrigué Grande Irrigation 2024-2027, la filière riz est véritablement en phase de devenir un outil de souveraineté alimentaire au bénéfice de tous les Nigériens. Le titre réalisé par le cabinet se conforme avec l'appui scientifique du professeur Sido Amir de l'INRAN et de l'Université Abdoumouni de Niamey, propose une solution concrète, innovante et adaptée à nos réalités locales. Cette étude financée pour un peu plus de 16 millions de francs CFA par le programme régional de développement des chaînes de valeur du riz composante Niger, avec l'appui de la Banque islamique de développement, constitue un bel esprit d'innovation et de partenariat. Le présent atelier nous invite à nous pencher sur d'autres sources d'approvisionnement en azote, en potassium et en phosphore, plus d'autres éléments. En tant que programme portant sur le développement de la riziculture au Niger, nous sommes particulièrement intéressés et réjouis. Il me plaît de féliciter très sincèrement la société Le Riz du Niger d'avoir cette ingénieuse et formidable idée de confier ses travaux de recherche sur les solutions de substitution aux engrais chimiques que nous importons et qui nous coûtent très cher.
Depuis son arrivée à la tête de la société Riz du Niger, le commandant Adamou Moussa Ili a su redonner un souffle nouveau à la filière. 3 usines de cogénération d'électricité fonctionnent déjà à Kirkousei, Tilaberi-Ville et Kolo, produisant une énergie propre et des résidus désormais valorisés pour l'agriculture. Rini s'oppose en moteur de l'autosuffisance alimentaire et énergétique du Niger. Cette activité qui s'est déroulée en 2 étapes, dont la première s'est passée sur le terrain à Liboré, département de Kolo, en démonstration, et la deuxième qui est celle aujourd'hui, qui consiste à restituer cette étude intitulée « Proposition d'utilisation des résidus issus de la cogénération d'électricité à base de la balle de riz pour la fertilisation des sols en riziculture au Niger afin de booster la production nationale ». Je tiens tout d'abord à remercier les plus hautes autorités de notre pays, le Niger, au premier rang desquels son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour leur implication personnelle dans la redynamisation de la société nationale à travers la mise en œuvre du programme Grande Irrigation, PGI 2024-2027. Grâce à leur engagement, le riz du Niger et les acteurs de la filière riz sont sur le bon chemin pour devenir un véritable outil de souveraineté alimentaire au service de tous les Nigériens. Aussi, je tiens à remercier le projet Chaîne de valeur riz composante Niger à travers la BID pour avoir financé cette étude pour un montant de 16 398 890 francs CFA. À Gaïa, le mot laisse place à l'action. L'atelier de restitution n'est pas une simple rencontre scientifique, mais un tournant majeur pour la riziculture nigérienne. En transformant les résidus en ressources, le Niger démontre qu'innovation, patriotisme et développement peuvent aller de pair. Comment répondre efficacement à l'appel de Tilaberi du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani? C'est à cette question que les ressortissants de l'Arewa se sont penchés ce dimanche au centre culturel Oumarou Ganda, CCOG de Niamey. À cette occasion, une collecte d'environ 1 600 000 francs CFA a été faite auprès des participants à la rencontre. Le compte rendu de Gérard Abdelaziz et Abdraman Jean. L'Arewa est appelé à se mobiliser davantage pour répondre de la plus belle des manières à l'appel de Tilaberi du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, à travers cette rencontre dont l'initiateur est le chef de canton, l'honorable El Haj Ahmed Sabo Bozari, entouré pour la circonstance des notables de sa cour et des ressortissants de la région, dont le conseiller spécial du président de la République, Abdoulaye Tchamogo, et le colonel-major Boubacar Bako. Ensemble, ils ont étudié les voies et moyens de toucher le maximum des populations de l'Arewa pour la réussite de la collecte de fonds au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FFSP. Le président a parlé de 100 francs. Moi, j'ai dit aux ressortissants de l'Arewa, au-delà de 100 francs, chacun peut contribuer par rapport à sa capacité financière. À partir de 100 francs jusqu'à 2 millions, moi, tout ce que je veux, tout ce que je lance aux ressortissants de l'Arewa, de faire diligence pour qu'en tout cas, comme on fait avant, de faire de leur mieux, parce que ça va dans l'essence de sécuriser la population. Et c'est très important. C'est pourquoi je dis aux ressortissants de Niamey, ceux qui sont à l'intérieur et ceux de diaspora, de bien vouloir en tout cas contribuer. Les femmes de l'Arewa sont aussi appelées toutes à se mobiliser, comme il s'agit de la souveraineté du pays, à l'image de Saraounia Mangou, qui est immortalisée par les autorités de la refondation à travers la médaille de la souveraineté qui porte son nom. Vous savez le rôle que Saraounia a joué, une grande patriote que le Niger a connue. Et c'est pour ça que dès que le chef de canton a fait appel à nous, on s'est mobilisé, on est venu. Parce que les conséquences de la guerre concernent d'abord la femme. Elle perd son mari, elle perd ses enfants, elle perd pratiquement tout. Et c'est pour ça que j'appelle à toutes les femmes, à toutes les Saraounia, puisque toutes les femmes sont des Saraounia,
qu'elle puisse contribuer à l'effort de guerre pour faire en sorte que le Niger sorte triomphant de la lutte contre le terrorisme. Un délai de 3 semaines est accordé à ceux qui seront chargés de la collecte des fonds à travers l'Arewa et sa diaspora. Pour montrer l'exemple à suivre, séance tenante, une somme d'environ 1 600 000 francs CFA a été mobilisée par les participants à la rencontre. L'occasion a été saisie pour une sensibilisation sur les préoccupations du moment. La rencontre s'est achevée par une prière pour la paix au Niger et le développement du pays et de ses frères de l'AES. Ils sont une quarantaine d'étudiants dans diverses filières de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM à se présenter ce matin pour la 2e session des examens de soutenance au titre de l'année académique 2024-2025. L'événement qui a réuni étudiants, parents d'élèves et corps enseignants a officiellement été lancé par le directeur académique de l'ECAM. Le point avec Moustapha Amadou et Habibou Abdraman. C'est dans une ambiance à la fois solennelle et chargée d'émotions que la 2e vague de soutenance de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM a débuté ce 2 novembre 2025. Ils sont une quarantaine d'étudiants à affronter un jury exigeant, prêt à défendre un travail de plusieurs années de sacrifices et d'investissement personnel. Une étape essentielle pour chacun d'entre eux. La cérémonie d'ouverture s'est tenue de 9h. Le premier à prendre la parole est le représentant des étudiants et élèves de l'ECAM. Il a d'abord rendu un hommage mérité aux parents d'élèves, au corps professoral, tout en se penchant sur les efforts abattus par les étudiants. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage vibrant à nos parents. Chers parents, nous sommes le reflet des sacrifices dont vous avez consenti. De votre patience et de votre incommensurable amour, vous avez veillé tard pour que nous puissions étudier. Vous vous êtes privés pour que nous puissions progresser. Et vous avez cru en nous, même lorsque nous doutions. Aujourd'hui, si nous vivons ce moment de consécration, c'est en grande partie grâce à vous. Prenant la parole, les représentants des enseignants, M. Koudur Kodjo, a tenu à exprimer sa fierté et son enthousiasme. L'intervention du directeur académique a clôturé cette série de discours. Comme le veut la tradition, l'achèvement d'un cycle de formation est couronné par une évaluation académique rigoureuse qui marque la fin d'un parcours de formation et l'entrée dans la vie professionnelle. C'est précisément l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Évaluer, valider les travaux de recherche de nos étudiants arrivés au terme de leur cycle. En effet, ils sont plus d'une quarantaine à se présenter devant les jurys, hautement qualifiés pour défendre leur rapport de stage et mémoire, fruit d'un accompagnement méthodique, exigeant et constant, assuré par nos enseignants-chercheurs, que je tiens à saluer ici avec respect et gratitude. Après la cérémonie de lancement officiel, le processus de soutenance a commencé. Les étudiants se sont successivement présentés devant différents jurys composés de plusieurs enseignants et professionnels du secteur. Soutenance qui se déroule tout au long de cette journée et qui sera sacrée par des notes déterminantes. Du sport dans ce journal, c'est au palais du 29 juillet de Niamey que le Zumunta Athletic Club a donné le coup d'envoi de son assemblée générale ordinaire ce dimanche matin. Une matinée à rythmer comme un match de football entre bilan, ambition et espoir de monter en première division. Abdelaziz Issaka et Issoufou Assamela. Cette cérémonie donne le coup d'envoi des travaux de l'assemblée générale ordinaire du Zumunta Athletic Club de Niamey. Elle intervient juste un an après la mise en place du bureau exécutif du club. Dans les gradins de la salle, on sent la ferveur d'un public. Représentants de club amis, associations d'anciens joueurs, dirigeants et sympathisants du club. Et sur la feuille de match, 3 grands orateurs. Le président du club, le président de la Ligue régionale de Niamey et le représentant de la Fédération nigérienne de football. Au tableau d'affichage, un bilan administratif, financier et sportif positif et des projets porteurs. La saison 2025-2026 démarre avec de nouvelles ambitions. En effet, le bureau du Zumunta, le staff
les joueurs ont cette année un seul objectif, ramener le Zumunta, ce club historique dans l'élite du football nigérien, autrement dit, le retour en Super League. Le Zumunta Athletic Club veut donc marquer un but historique, accéder à la Super League, la première division du football nigérien. Face à la diversité des difficultés de toutes sortes, le Zumunta ne sera pas seul. Il pourra compter sur le soutien de la Ligue régionale de football et même la Fédération nigérienne de football. L'objectif est atteint parce qu'il est ambitieux, dit qu'il va aller en Super League. C'est ça le plus important pour moi. Il va rejoindre le Liberté, le Sahel, l'Olympique. Et donc, le derby va commencer, Inch'Allah, dans les derbys de 70, 80, 90, on va se retrouver. Monsieur le Président, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. C'est l'objectif de la Ligue comme ça, de voir des gens qui sont très, très ambitieux. Et vraiment, nous sommes disponibles. Du secteur 2 au Zumunta actuel, le Zumunta a connu de très, très grands joueurs. La place du Zumunta est en Super League, comme l'a si bien dit le président de l'association régionale et le président du Zumunta Athletic Pro. Moi, je pense que de par la perspicacité et l'engagement du président et l'ensemble du bureau du Zumunta, accompagné par l'amicale des anciens joueurs, je pense qu'ils y parviendront. Ils n'y étaient pas loin la saison passée. C'est juste des petites erreurs à corriger. Et je souhaite bon vent au Zumunta pour que le Zumunta soit à la place où il doit être. Au coup de sifflet final des travaux de cette Assemblée générale, la bataille continue pour le Zumunta Athletic Club qui promet de jouer chaque match comme une finale, avec une équipe soudée, une direction déterminée et des supporters engagés. Cette saison, plus qu'un club, le Zumunta, c'est un état d'esprit de victoire. L'édition précédente du Hajj 2025 a été un succès véritable en général et en particulier au niveau de l'agence Al-Qiblatain. L'agence Al-Qiblatain qui est une fois de plus démarquée grâce à sa formation, son personnel d'encadrement et sa formation à aller comme au retour en terre saoudienne. D'ores et déjà, les inscriptions au titre de l'année 2025 ont commencé dans ces différentes représentations à Niamey comme à l'intérieur du pays. C'est un public reportage signé Laouli Moutari Menassara. Pendant toutes ces années, grâce à la qualité de sa prestation, l'agence Al-Qiblatain a démontré et prouvé qu'elle est un partenaire digne de confiance et qu'on peut entièrement compter sur son professionnalisme en matière de Hajj et de Oumara au Niger. La réussite de l'édition 2025 du Hajj est une parfaite illustration des prouesses de l'agence Al-Qiblatain. Comment alors cette agence a pu relever tous les défis organisationnels du Hajj? En effet, le secret de l'agence Al-Qiblatain réside d'abord en son personnel qualifié qui assure une formation à la hauteur de toutes les exigences du Hajj. Nous sommes au terme de cette rencontre de l'agence Al-Qiblatain avec ses pèlerins du Hajj 2025. Et l'objectif était de clôturer la formation et de procéder aussi à la remise des kits à nos pèlerins. Par rapport à la formation, nous avons débuté depuis décembre et il y avait une formation en présentiel et une formation en ligne pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas à Niamey. Et les kits aussi ont été donc distribués à la fin de la cérémonie. Donc je remercie vraiment tous ceux qui ont fait confiance à l'agence Al-Qiblatain et nous leur souhaitons un Hajj Mabrour. Ensuite, l'accompagnement et les conseils de l'agence jusqu'à l'embarquement à l'aéroport international Diori Hamane de Niamey. Ça se passe super bien. L'agence s'est très bien occupée de nous, de l'accueil, dans tout le processus. L'agence a été vraiment là. Elle nous a soutenus, elle nous a formés, elle nous a donné tout ce qu'il faut. On a été bien formés, bien outillés. On remercie vraiment l'agence Al-Qiblatain. J'appelle tous les futurs pèlerins à s'inscrire au niveau de l'agence Al-Qiblatain.
Arrivé en Terre Sainte, l'attention et le dévouement des encadreurs de l'agence Al-Qiblaten auprès des pèlerins ne faiblit point. Ils sont accompagnés tout au long des visites à Médine, de bout en bout et à toutes les étapes, comme de Médine à la Mecque en passant par Mina. Les pèlerins de l'agence ont respecté à la lettre toutes les instructions reçues auprès des encadreurs. Pour rappel, s'il y a un aspect qui a beaucoup marqué l'attention des pèlerins lors de cette édition 2025 du Hajj, c'est l'hébergement et la restauration. Là, les responsables de l'agence Al-Qiblaten ont mis le paquet pour offrir une restauration saine et équilibrée aux pèlerines et pèlerins, et cela à Médine comme à la Mecque durant toute la période du Hajj. Nous avons été pris en charge sur le plan de la restauration. Petit déjeuner, déjeuner et dîner dans de très bonnes conditions. L'agence Al-Qiblaten s'est occupée de nous. Elle nous a ramené des kits qui nous permettent de faire à manger dans nos chambres. On n'a pas besoin d'aller chercher à manger à gauche, à droite. On peut s'occuper de notre adoration, alhamdulillah. Elle nous a doté de kits et même de frais de condiments. Nous remercions l'agence Al-Qiblaten. Depuis qu'on est arrivé, on a reçu de quoi faire à manger, des ustensiles et des provisions ainsi que même de l'argent pour faire à manger. Honnêtement, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à ce que l'agence soit autant à ce point à cheval sur les détails. Et honnêtement, juste à cause de ce détail-là, je recommanderais tout le temps l'agence Al-Qiblaten à qui que ce soit qui veut faire ses rites dans de bonnes conditions. Sous la conduite et les conseils avisés des responsables de cette agence, les pèlerins ont accompli tous les rituels de Mina à Arfat en passant par Muzdalifa, puis la Jamrat, le Tawaf et Safa et Marwa. De retour à Niamey après un séjour ponctué de spiritualité en Terre Sainte, les pèlerins manifestent leur joie. Merci Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir facilité le voyage du début jusqu'à la fin. Les sentiments à l'instant T, comme on dit, je me dis si c'est à refaire, en tout cas la minute qui suit, je suis prêt à repartir. Alhamdulillah, avec l'agence vers laquelle j'ai été redirigé, tout s'est bien passé. Vraiment, l'agence Al-Qiblaten, je vous encourage à venir, à découvrir de vous-même, vous ne serez pas déçus. Vraiment, je suis très satisfait. Les conditions, elles sont excellentes. C'est vraiment une agence qui est vraiment formidable. Vraiment, nous sommes satisfaits. On a été bien accueillis et on a passé le séjour vraiment en bon uniforme. Vraiment, c'est bien. Un réel sentiment de satisfaction pour Hajia Munkaila Balkissa. C'est une satisfaction totale pour nous. Nous tenons à remercier l'ensemble des pèlerins qui nous ont fait confiance et qui ont accompli les rites dans les parfaites conditions. Nous osons espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça soit un Hajj Mabrur pour nous tous. Et pour les futurs pèlerins, l'agence est disponible 24 heures sur 24 avec ses encadreurs chevronnés, rédigés et techniques de qualité pour les accompagner non seulement dans leur démarche administrative, mais également dans l'accomplissement des rites. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les pèlerins ont tenu à féliciter et encourager les responsables de l'agence Al-Qiblaten en leur décernant un témoignage officiel de satisfaction. Franchement, j'ai été surprise. Surprise dans le bon sens. Parce que non seulement l'agence Al-Qiblaten, au compte tenu de la formation, ça a été une formation de qualité qui nous a été transmise durant 3 mois avant le départ pour le Hajj. L'agence Al-Qiblaten nous a accompagnés dans les préparatifs du voyage, notamment en nous donnant un kit complet. Quand je dis un kit complet, ce n'est pas uniquement juste un sac et des badges, mais c'était vraiment un kit où chaque pèlerin allait en avoir besoin tout au long de son séjour. Et ils nous ont accompagnés au moment du voyage, le déroulement du voyage. Arrivé en Terre Sainte, on a été plus que surpris de voir l'organisation que l'agence Al-Qiblaten a eu à faire pour notre installation. Dans un hôtel de plus de 5 ou 6 agences, on est les seuls à avoir un kit alimentation, un kit de préparation. Et les hommes peuvent en témoigner. Eux, ils n'avaient même pas besoin de ce kit parce que leur repas
leur a été livré, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. En fait, ils étaient avec nous du début jusqu'à la fin. Donc vraiment, l'agence Al-Kibiltain, c'est la référence. D'ores et déjà, les inscriptions pour la Oumara et le Hajj 2026 ont déjà commencé. N'attendez plus. Rendez-vous vite au siège de l'agence situé au quartier Plateau, à côté de la clinique Alissa, en face du lycée Issa Korombe. Nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal consacré au journal de l'Alliance des États du Sahel, AES, les nouvelles du Mali et du Burkina Faso avec nos confrères de ces pays et aussi du Niger à travers les activités des ressortissants de la Confédération de l'AES sous la supervision de Abdoulaye Koulibaly. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Salut militaire du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo en respect au drapeau national sur fond du titanier, l'hymne de la victoire. Point fermé, regard droit et en tenue militaire, le chef du gouvernement burkinabé fait la revue des troupes au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, 1er novembre 2025, la place de la Révolution à Ouagadougou s'ouvre à des personnalités de marque à l'occasion du 65e anniversaire des Forces armées nationales. 65 ans de fierté, de bravoure, de combativité, de professionnalisme, mais ce 65e anniversaire se tient dans un contexte particulier. Le thème de cette commémoration est en lien avec la révolution progressiste populaire portée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et à travers ce thème, c'est pour réaffirmer le fait que l'armée, c'est l'émanation du peuple. L'armée n'est pas une entité à part. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la libération du Burkina Faso, pour l'affirmation de notre souveraineté et l'indépendance vraie, c'est un combat mené par l'armée et le peuple. Et notre victoire est certaine grâce à cet engagement commun, cette union d'esprit et de cœur. Parce que c'est le peuple aujourd'hui qui est debout avec son armée, c'est le peuple qui équipe son armée et c'est le peuple qui motive son armée aujourd'hui à mener le combat. Et nous sommes plus que jamais convaincus que la détermination d'ensemble du peuple et de l'armée vont nous garantir une victoire certaine. Une victoire certaine, c'est la conviction une fois de plus réaffirmée. Tout en rendant hommage aux pionniers et aux dévanciers qui ont su garder la flamme allumée et transmettre le flambeau, cet anniversaire est aussi une occasion de rappeler que la victoire sur l'ennemi n'est pas une option, mais une obligation pour chaque Burkinabé. Le pays est en révolution et les forces armées nationales ne sauraient être en marge de cette dynamique. La révolution impose à tous de marcher ensemble dans la même volonté de pensée et d'action, disait Thomas Sankara. Forces combattantes, jeunes patriotes, face à la guerre asymétrique qui nous est imposée, nous n'avons pas le droit de fléchir. La victoire appartient au peuple digne, courageux et solidaire. Et notre peuple intègre et fier, héritier des grands résistants à la pénétration coloniale, ne renoncera jamais à sa liberté et à sa souveraineté. Jamais dans l'histoire de notre pays, nos forces armées nationales n'ont courbé les chines face à un adversaire. Et je vais compter sur vous tous pour que cette flamme de courage et de bravoure demeure allumée pour le bonheur de nos populations. Une armée forte en parfaite fusion avec sa population pour vaincre l'ennemi et assurer un développement du Burkina Faso
Le défi est plus que jamais actuel, mais les acquis sont nombreux. Des acquis fruits de la combativité et de la témérité des forces combattantes. Pour leur dévouement, la nation leur est reconnaissante à travers cette distinction. Le fait majeur de cette série de reconnaissances, c'est l'institution de la médaille d'honneur du volontaire pour la défense de la patrie. Une première pour rendre hommage aux volontaires pour la défense de la patrie qui combattent avec héroïsme. C'est un devoir de mémoire qui se traduit par ce dépôt de gerbes sur la place du monument aux morts, ici, à Bobo-Dioulasso. Un moment solennel, mais également de reconnaissance pour ceux qui ont défendu et donné leur vie pour la construction de cette nation. Un acte traditionnel renouvelé dans le cadre du 65e anniversaire des Forces armées nationales. Bon, cette cérémonie est une cérémonie solennelle et aussi traditionnelle que nous faisons chaque 2 novembre en la mémoire de nos frères d'armes tombés pour saluer leur mémoire et puis aussi prendre l'engagement de poursuivre le combat. Une occasion saisie par le secrétaire général représentant le gouverneur de la région du Guriko d'appeler les Burkinabés à l'union, à la solidarité et de faire corps derrière les forces combattantes. Ils se sont battus, ils sont tombés pour le pays et en tant que soldats, en tant que civils aussi, ils ont lutté pour la patrie et nous devons de leur rendre hommage. Il est plus que jamais important pour nous de faire l'anamnèse de leur histoire et surtout inscrire les souvenirs dans la mémoire collective, faire en sorte que les nouvelles générations ne puissent jamais les oublier. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin justement de l'engagement de chacun. Sans peur de tomber au front, sans peur de donner un peu de son sang pour cette mère patrie-là, parce que le Burkina a besoin que ses fils et ses filles se dressent comme un seul homme pour justement reconquérir l'intégralité de son territoire. Dans le cadre du 65e anniversaire des Forces armées nationales, plusieurs activités sont à l'ordre du jour ici, dans la cité de Sia. Des activités qui vont contribuer à renforcer les liens entre populations civiles et militaires. Les mots qui assaillent la justice malienne ont été passés en revue lors de ce forum national sur la justice. Plus de 26 ans après la première édition de ce forum, acteurs et experts de la justice se sont retrouvés pour la deuxième fois pour réfléchir sur une justice efficace, transparente et accessible au service du citoyen et de la nation. Au terme de ces 2 jours de travaux, 218 recommandations ont été formulées par les participants. Des recommandations qui pourront redynamiser la justice malienne. Je me réjouis de constater qu'après 2 journées de dur et exaltant labeur, les objectifs du présent forum ont été largement atteints. Ensemble, nous venons ainsi d'écrire une des pages les plus glorieuses de l'histoire de notre pays qui sort de ce forum avec des recommandations aussi importantes que pertinentes les unes que les autres, dont la mise en œuvre permettra à coup sûr de parachever la nouvelle justice en cours d'édification dans l'optique d'offrir à nos concitoyens un service public de justice moderne, plus accessible, plus efficace et plus intègre, de manière à renforcer davantage leur confiance en l'institution judiciaire. Ce forum est l'aboutissement d'un processus entamé en 2023 avec l'organisation des États généraux des ordres professionnels du secteur de la justice grâce à l'initiative des autorités de la transition. Au moment où nous procédons à la clôture des travaux de ce forum historique, il m'est un agréable devoir de vous adresser au nom du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, du Premier ministre, chef du gouvernement, et à mon nom propre, les sincères remerciements et félicitations pour les brillantes conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Ce forum aura tenu toutes ses promesses grâce à l'engagement, la détermination,
la disponibilité, l'abnégation, la ténacité et le patriotisme dont vous avez fait montre, chacun à son niveau et à sa manière, depuis les rencontres préparatoires jusqu'à la présente cérémonie de clôture, en passant par les états généraux des ordres professionnels de la justice et les concertations régionales dans les 3 ressorts des cours d'appel de Bamako, de Caille et de Mopti, ayant fort heureusement concerné les 19 régions du pays et les districts de Bamako. Le ministre de la Justice a ainsi rassuré que son département mettra tout en œuvre pour la mise en œuvre de ces recommandations. Il a salué l'engagement de toute la famille judiciaire pour la réussite de ce forum. Concentration maximum dans l'amphithéâtre de la faculté des droits privés de Bamako à 9h pile ce samedi 1er novembre 2025. Les candidats de l'ordre judiciaire entament le concours de recrutement des auditeurs de justice session de novembre 2025 par le droit civil. Le contrat et les tiers, c'est le sujet qu'ils doivent traiter en 3 heures de temps. Cette session de 2025 s'inscrit dans la même philosophie et dans la même dynamique que les concours que nous avons eu à organiser en 2022, 2023 et 2024. C'est toujours sous le sceau de la transparence, le signe de l'objectivité, donc tel qu'est prescrit par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, que nous remercions pour nous avoir permis de rattraper les quotas qui étaient prévus pour la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, mais aussi de projeter d'autres recrutements. Et non seulement pour les auditeurs de justice, un effectif de 140, mais aussi les surveillants de prison, bientôt, pour un effectif de 200 agents que nous allons recruter. Donc, il nous a instruit de faire en sorte que tous les concours soient organisés dans la transparence la plus totale et que l'objectivité et les mérites soient les maîtres mots pour départager les candidats. Les futurs auditeurs de justice sont répartis en 2 catégories, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, et toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons instruit aux surveillants d'être très rigoureux dans la surveillance afin qu'il n'y ait pas de fraude, d'être aussi très rigoureux sur l'identité des candidats, sur la ponctualité, pour éviter que certains puissent vraiment passer par des petits moyens pour pouvoir passer. La correction, elle aussi, sera très rigoureuse, donc comme cela l'a toujours été, afin que nous puissions sélectionner les meilleurs. Et pour son renouveau, la justice a besoin de ressources humaines de qualité. Nous leur avons demandé de compter sur eux-mêmes, sur leurs propres ressources, et de ne pas essayer de tricher. Selon la commission d'organisation du concours, 7634 candidats sont inscrits pour près de 200 places disponibles.